Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tendance de fonds et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Philippe Ventrimpon, spécialiste produits obligations chez Oddo BHF Asset Management. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Alors nous sommes ici, non pas pour parler d'un fonds spécifique cette fois-ci, mais plutôt d'une gamme de solutions proposées par Oddo BHF Asset Management dans le domaine des fonds monétaire et obligataire. Et dans le jargon, on parle parfois, c'est pas très clair cette expression de fixed income, mais voilà, on voit un petit peu ce à quoi ça correspond. Avant d'évoquer ces solutions ensemble, Philippe, j'avais envie de faire avec vous un petit peu d'histoire des placements afin de recontextualiser les attraits actuels de cette classe d'actifs avec une question. Je pense que peuvent se poser beaucoup d'investisseurs, notamment d'investisseurs particuliers, pas forcément experts. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 ans pour qu'on soit dans un environnement de taux d'intérêt nul, voire négatif, et qu'est-ce qui a changé pour qu'on en sorte soudain, aussi vite, aussi fort? Alors on va déjà faire ce petit moment d'histoire, revenir sur cette période anormale qui était devenue la norme finalement. Absolument. Oui. Non, mais alors, c'est très important et merci beaucoup de poser cette question parce qu'en fait, la plupart des gens On oublie vite. On oublie vite et puis Oui. franchement, mais dans quel monde vit-on? C'est ça. Donc déjà, il faut se rappeler que le rôle des banques centrales, parce que les banques centrales vont avoir un rôle très important, c'est d'ajuster les liquidités dont l'économie a besoin. Ça signifie que lorsque l'économie est très puissante, va très vite, donc elle va réduire les liquidités. Oui. Donc en augmentant les taux courts pour éviter le risque d'inflation. En Éviter revanche, la surchauffe. la surchauffe. Ouais. En revanche, quand l'économie commence à ralentir, voire entrer en récession, là du coup les banques centrales, elles vont injecter des liquidités, ce qui va permettre aux entreprises et les ménages de trouver des financements un peu plus facilement que la normale. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la grande crise financière de 2008 et 2009, qui a été ensuite suivie par la crise de la dette européenne en 2011. Et les banques centrales ont profondément modifié leur politique monétaire. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont commencé par baisser les taux courts et augmenter les liquidités. Et ensuite, elles ont mis en place une politique dite non conventionnelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les banques centrales ont été sur les marchés pour acheter des liquidités. En fait, c'était devenu un investisseur comme vous et moi. Alors pas tout à fait comme vous et moi, j'imagine. Alors exactement. On fait la même chose, mais avec des moyens sans limite. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous avez quelqu'un qui achète, donc les prix montent. Vous savez que quand les prix montent, ces obligations, les taux baissent. Oui. Et donc, et c'était exactement en fait l'effet recherché, c'est-à-dire que d'un côté, elles avaient baissé les taux courts, et en faisant ça, elles ont réussi à baisser les taux longs. Génial. Bon, alors, par exemple, les investisseurs sur les marchés actions ont vraiment profité de cet environnement et surtout ceux qui s'étaient positionnés sur les valeurs dites de croissance, comme la technologie par exemple, et on l'a tous vu, le Nasdaq par exemple, exploser à ce moment-là. Bon, alors, on comprend bien que pour les emprunteurs c'est très bien, on comprend bien que pour les investisseurs actions c'était très bien, mais pour un investisseur obligataire, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les rendements tout le temps baisser. Oui. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Laurent, pour arriver à des taux nuls, voire négatifs. Alors, qu'est-ce que c'est les taux négatifs? Par exemple, voilà, je vais vous prêter 100 euros à 2 ans, et dans 2 ans, vous allez m'en rendre 95. Je suis plutôt d'accord, moi, avec ça. Voilà. Alors, moi, qui ai de l'argent, voilà, moi, je suis l'investisseur obligataire. Bon, du coup, je ne suis pas très tenté. Oui. Et donc, en fait, on a vu que les investisseurs ont commencé à sortir du marché des obligations pour venir sur l'immobilier, physique ou financier d'ailleurs, ou aller sur les actions et voire même les cryptocurrencies par exemple, voilà, comme le Bitcoin. Donc ça, c'est ce qui s'est passé pendant cette période anormale qui était devenue un petit peu la norme. Et puis qu'est-ce qu'on a eu? On a la crise Covid, on sort de cette crise Covid, on a le redémarrage de l'économie, et là on a une grande oubliée qui fait son retour, l'inflation, et tout change. Exactement. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que, bon, c'était très bien pour l'économie, mais il y a toujours, quand on fait des grandes révolutions, il y a toujours des effets collatéraux, en fait. Le premier, on le sait, on a vu l'émergence de certaines bulles spéculatives. Alors, pour donner une idée, c'est quoi? Vous êtes une entreprise qui vivote, vous avez des taux très très bas, vous pouvez emprunter finalement parce que les banques elles sont encore pas mal de temps. Voilà, vous pouvez tenir, etc. Donc c'est très bien. Mais alors le problème c'est que cette entreprise, en temps normal,
Au moment où elle n'arrive pas à trouver de financement, donc il faut qu'elle restructure sa dette, donc eh bien, elle fait faillite ou bien elle est reprise par un de ses compétiteurs, etc. Bon, il y a aussi, comme vous l'avez dit, cette approche, elle a participé au rebond de l'inflation. Alors on a oublié ce que c'était que l'inflation. Mais rappelez-vous, le Covid, on a eu des problèmes d'approvisionnement. Donc problème d'approvisionnement, difficulté d'acheter des produits, les produits montent. Ensuite, on a eu l'invasion de l'Ukraine par les Russes, avec les impacts sur les matières premières et l'énergie. Donc tout ça a fait en sorte qu'on a eu une inflation qui est montée dans certains pays au-delà de 10%. 10%. Mais je vous rappelle que les Retour aux années 80. les banques centrales ont pour objectif de 2%. Alors la réponse des banques centrales a été très rapide, non seulement très rapide, mais ultra violente. Aux États-Unis, la Federal Reserve est passée de 0% pour les taux courts en 2020 à aujourd'hui 5%. La Banque Centrale Européenne, en 2019, on était à moins 0,50. Aujourd'hui, on est à 3,5. Donc, on voit que, j'ai donné ces deux autres, mais c'était vrai aussi dans le reste du monde. Donc voilà, en fait, la réaction quasi immédiate, importante, nécessaire, que les banques centrales ont mis en œuvre. Et on voit que cette hausse, si on en croit le discours des banquiers centraux, elle n'est pas encore forcément terminée. Une fois qu'on a fait ce petit cours d'histoire qui était bien utile, en tant qu'investisseur, on se dit qu'est-ce que ça peut représenter en termes d'opportunités pour moi? Alors, on va rappeler quelques règles de comment on fait pour construire un portefeuille. Je pense que c'est important. Donc, on a dit les 10 dernières années, années atypiques. Mais aujourd'hui, avec la remontée des taux, de l'ensemble des obligations, j'entends par là les obligations d'État, les obligations d'entreprises de bonne qualité, les entreprises aussi plus risquées à haut rendement, dites high yield. Donc on retrouvait en fait ce que nous on comprend, selon nos analyses, plutôt un environnement normal. Ce qu'on vivait avant, on a oublié, mais ça faisait... Alors, ça se veut dire quoi un environnement normal? C'est-à-dire que quand on prête de l'argent à quelqu'un, eh bien, plus on prend du risque, plus on est rémunéré. Voilà, donc c'est quelque chose de tout à fait logique. Donc, dans un environnement normal, comment on construit un portefeuille? Donc, un portefeuille, il doit être composé en majeure partie par des obligations en général. En temps normal, c'est comme ça, on l'avait oublié. Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, quand on prête à quelqu'un, on va avoir une rémunération d'autant plus importante que le risque est important. D'accord? Donc, ce qui est intéressant avec l'obligation, c'est que vous connaissez vos coupons. Vous savez exactement quand vous allez recevoir des coupons et vous savez quand est-ce que vous serez remboursé. C'est contractuel. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est ça qu'on appelle le portage. Vous avez peut-être entendu parler de ce concept. C'est quoi le portage? C'est que jargonneux. Voilà, mais en fait, c'est simplement le fait que vous touchez une rémunération tous les ans parce que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, en fait. C'est ça le portage, tout simplement. Donc ce portage, il est doublement intéressant parce qu'en fait, il est la rémunération de votre risque, avec cette entreprise par exemple, mais au sein d'un portefeuille. Ce portage, si vous avez bien travaillé, donc vous avez bien choisi vos emprunteurs, eh bien vous allez dégager des liquidités. Ces liquidités, ce profit va être aussi utile pour absorber éventuellement des pertes que vous pourriez avoir sur d'autres classes d'actifs, sur les actions par exemple. Parce qu'on a vu, normalement, quand les actions baissent, on sait que les obligations montent. On va y revenir. Et réciproquement. Vous voyez, ça a un effet d'un peu de balancement, d'où l'intérêt de cette classe d'actifs. Quel type d'obligation, si on descend un petit peu, on peut choisir aujourd'hui? Alors, pas de réponse toute faite, j'imagine. Non, mais on a des solutions. Ça, c'est ça qui est bien, c'est que bon, il n'y a pas de formule miracle. Déjà, ça c'est une certitude. En fait, l'important, il faut toujours essayer de construire un portefeuille qui répond aux besoins de l'investisseur, en termes de risque et en termes d'objectifs de rendement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des taux, des fonds monétaires ou des obligations de bonne qualité court terme, un an et demi. Avec ça, on va avoir des rendements de 3,5%. Après, sans prendre de risque de crédit un peu important, mais prendre un peu plus de durée, un peu plus longue, on peut avoir du 4,5% à peu près. Ensuite, pour ceux qui ont un appétit au risque et qui ont une visibilité assez longue, on peut aller sur des obligations à haut rendement, à yield, plus risquées, plus volatiles.
Et là, on va avoir sur la partie courte, 1 an et demi aussi, environ 5%. Et sur des maturités un peu plus longues, mais pas tellement plus longues, 3 ans, 3 ans et demi, on va pouvoir avoir entre 6, 7% à peu près de rendement. Donc là, vous voyez, des rendements, ça fait quelques années que vous faites ce métier, vous n'avez pas entendu parler pendant un bon bout de temps. Là, ça commence à être intéressant quand même. Hein. Donc voilà. Donc ensuite, je pense que ce qui est important quand vous construisez votre portefeuille, et que vous choisissez en fait différents segments, il faut vous assurer que les personnes qui vont gérer ces portefeuilles eh bien, sont capables de bien analyser les risques et ont fait leurs preuves, parce que depuis 2000, par exemple, on a traversé un nombre de crises quand même, on peut le dire, oui. Non négligeables. Oui. Et vous pouvez aujourd'hui voir un petit peu comment chacun s'est comporté durant ces crises. Et c'est très très important. Le fameux track record. C'est le fameux track record. Voilà. Donc, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, les marchés obligataires ont retrouvé un niveau qui, selon nos analyses, paraît sain au regard du risque. Et donc, aujourd'hui, une bonne société va se démarquer par rapport au reste, ce qui n'était pas le cas avant. Rapide remarque, parce qu'on l'a déjà adressé sur le plateau de Boursorama, mais les investisseurs qui nous regardent disent ça a l'air séduisant comme ça, effectivement, les obligations, mais ils ont quand même de la mémoire. Ils disent en 2022, moi j'avais des obligations, ça n'a pas marché du tout. Ce qu'il dit Philippe Ventrapond, les marchés actions baissent et les marchés obligataires montent, tout a baissé. Alors, peut-être nous expliquer rapidement pourquoi, et surtout, ce qui va plus intéresser les gens, est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans des situations similaires qui pourraient advenir de nouveau dans un avenir plus ou moins proche? Alors effectivement, j'ai déjà entendu ça. J'imagine. Le seul à avoir fait l'analyse. Mais avant, pour que tout le monde comprenne, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'en général, lorsque la volatilité augmente, les actifs risqués baissent, et donc en fait, les gens vont plutôt aller sur des actifs moins risqués, les obligations. Bon, ça c'est la normalité. Quand vous avez cette volatilité, souvent cette volatilité augmente parce qu'on commence à entrer dans des périodes de crise. Ça peut être une crise économique, ça peut être une crise géopolitique, ça peut être une crise, on l'a vu en 2019, liée justement, comment on appelle ça, à une crise sanitaire. Et les banques centrales, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont baisser leurs taux. Donc elles vont baisser leurs taux, c'est un peu ce qu'on avait expliqué tout à l'heure. Bon. En 2022, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu les actions européennes baisser d'environ 10%, les actions américaines de 18 et 18,5%. Qu'en est-il des obligations? Alors, prenons les obligations d'État, soi-disant les plus sécurisées des pays européens, voilà, à 7 ans, 10 ans. Elles ont perdu 19%. Voilà. Oui. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ces 19%, ça représente environ 3% d'augmentation des taux. Donc au même moment qu'on montait les taux courts, vous avez eu ça. Et en dépit du fait qu'en 2022, on a quand même une invasion, donc un risque géopolitique important. Donc, alors ce qui est moins, je dirais, naturel, on peut se dire, alors, qu'est-ce qui en est arrivé des obligations des entreprises qui sont plus risquées? Alors là, c'est un peu la surprise pour la plupart des gens, c'est que les entreprises de bonne qualité, investment grade, ont perdu entre guillemets, que 14%. Et celles qui ont moins perdu encore, ce sont les obligations au rendement les plus risquées, dites à haut rendement. Celles-là ont perdu que 11%. Alors pourquoi? Pourquoi? Deux raisons. La première, c'est que, je vous ai dit, plus vous avez un risque important, plus vous avez un coupon important. Donc il va pouvoir absorber une partie des chocs. Mais surtout, c'est la durée de ces obligations en moyenne qui est beaucoup plus courte. 3 ans, je disais 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et ça a permis d'amortir aussi le risque. Alors, prenons un peu de recul. L'année dernière, c'est horrible. Ça. Les actions, les obligations, tout a baissé. Bon, mais on dit ça y est, on a fini l'ajustement, a priori, on l'a dit, on est revenu dans un contexte plus normal. Oui, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a eu d'autres périodes où les obligations et les actions ont agi de la même manière. En 2012 et en 2014. Alors ça, vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé. En 2012 et en 2014, les taux ont baissé. Les actions, donc les obligations vont monter, le prix des obligations monter, les actions ont monté aussi. Donc elles ont bougé dans le même sens, les deux. Mais comme c'était positif... Ça a gêné beaucoup moins. Voilà, ça gêne beaucoup. Ouais. C'est pour ça que je voulais remettre un petit peu le... Mais pour répondre à votre question, oui, bien sûr, ça pourra arriver, à la baisse ou à la hausse. Mais aujourd'hui, si vous voulez,
l'inflation, elle commence à être à la fin, elle commence à baisser. Donc, honnêtement, notre scénario central n'est pas de retrouver un mouvement tel qu'on a pu voir en 2022, où tout baisse en même temps. Oui, d'accord. Aujourd'hui, 2 questions en une. Finalement, quelle stratégie d'investissement il est possible d'adapter avec ces catégories d'actifs? Et puis, quelle part ça doit représenter de l'allocation globale à peu près? Alors, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est que la couche numéro 1 dans un portefeuille, pour moi, c'est vraiment l'épargne de précaution. Vous avez utilisé les comptes à terme, les fonds monétaires. Ça, si vous avez besoin de quelque chose, c'est là, c'est disponible. C'est la règle, en fait. Alors, évidemment, les investisseurs ont pour objectif d'avoir un peu plus que ça. Pourquoi? Parce qu'on a cette inflation. Donc, on veut essayer de préserver son pouvoir d'achat futur. Et ça, c'est aussi le rôle des obligations, de faire cette chose. Alors, l'obligation d'État, d'entreprise investment grade ou high yield. Donc, l'ensemble en fait de ce portefeuille devrait normalement nous permettre de faire quelque chose. Mais bien entendu, plus vous prenez des risques, plus il faut savoir les gérer. Et encore attention, dans le choix de vos gérants. Honnêtement, les écarts peuvent être extrêmement significatifs. Donc, il faut faire son travail de savoir est-ce que les gens sont capables de le faire. Alors, posez la question, c'est quoi l'allocation idéale? Bon, il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de réponse, ça dépend quel est votre horizon, etc. Mais entre 30 et 70%, voilà, vous avez la grande fourchette de manière large. Et vous composez avec des obligations investment grade, vous avez du 4, 4,5, du high yield, entre 6 et 7%. Et avec ça, vous avez quelque chose qui va vous pouvoir permettre, effectivement, d'avoir une rémunération relativement correcte et qui finalement, déjà, on est un peu mieux que l'inflation. En fait. Donc voilà. Forcément, à ce moment de l'entretien, moi, j'ai envie de connaître, de savoir quelle solution, justement, Odo BHF Asset Management peut me proposer. Alors, la première chose notre travail, à nous, de tous les jours, c'est déjà de gérer ces portefeuilles. Donc, de sélectionner les entreprises. Mais on les sélectionne aujourd'hui. Mais une entreprise, ça n'a pas une vie linéaire, droite. On a des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Une entreprise, c'est vraiment à suivre comme le lait sur le feu. Tous les jours, je dis bien tous les jours. Par exemple, on a sélectionné une entreprise il y a 1 an. Les résultats de cette entreprise sont décevants. En tout cas, moins bons que ce que nous avions analysé. Donc là, on va agir très vite, réduire le risque, ou voire même complètement sortir si on est complètement en dehors des clous. Donc, et c'est comme ça qu'on peut essayer de réduire le risque de défaut, le fameux risque de défaut. Ça, on fait ça depuis très longtemps, et pour l'instant, touchons du bois, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, mais il faut toujours rester très humble. Alors, on a plusieurs solutions. Donc, on a des solutions au-delà du fonds monétaire qui s'appelle Odo BHF Money Market. On a des solutions investment grade, donc des sociétés de la dette de bonne qualité. Donc court terme, donc 1 an et demi, donc ça s'appelle Odo BHF Euro Short Term Bond, et un fonds un peu plus long, avec 4 ans, 4 ans et demi, qui représente l'ensemble du marché, qui s'appelle Odo BHF Sustainable Euro Corporate Bond. D'accord. On a aussi des stratégies flexibles qui vont pouvoir, justement, en fonction de l'endroit où on se trouve dans le cycle, d'ajuster le portefeuille. Et ça s'appelle un fonds qui s'appelle Odo BHF Sustainable Credit Opportunities, qui va pouvoir gérer la maturité moyenne des obligations, mais également la location. Et là, on peut aussi, par exemple, mettre une partie sur les obligations à yield. Ensuite, on a, et ça c'est un peu notre corps de métier, les obligations à haut rendement dites à yield. Plus risquées, certes, mais plus risquées, mais nous, on investit dans des sociétés de qualité. Ce n'est pas parce qu'elles sont à yield qu'elles sont forcément mauvaise qualité. Donc nous, c'est notre travail. Donc on choisit celles qui sont de bonne qualité dans cet univers. Donc on a aussi pareil des obligations relativement courtes, Odo BHF Euro Credit Short Duration, environ 1 an et demi en moyenne. Un fonds un peu plus long qui s'appelle Odo BHF Euro High Yield Bond. On mettra tout voilà. en lien dans la vidéo pour les retrouver facilement. Exactement. Donc 3 ans. Et puis ensuite on a les fameux fonds à maturité. Donc nous, on offre 2 maturités, Odo BHF Global Target 2026
et le nouveau Global Target 2028. Bon ben voilà, on a tout l'éventail des solutions. Pour finir, Philippe, c'est cette sélectivité qui vous, j'imagine, permet d'être serein parce que quand même, il faut regarder l'environnement macroéconomique. On a une zone euro qui est rentrée en récession. Les États-Unis, on commence à s'inquiéter. Et puis, plus près de nous, plus proche de nous, on voit toutes ces enseignes, que ce soit dans le prêt-à-porter ou autre, qui ferment. Et on se dit, bah, finalement, les défaillances d'entreprises, elles sont en train peut-être de se multiplier. Alors, déjà, l'Europe est rentrée en récession technique. Oui, 2 trimestres de croissance négative, consécutifs. Consécutif, Voilà. exactement. Mais alors, moins 0,1% au quatrième, moins 0,1% au deuxième. Donc on ne peut pas faire plus petit. C'est pas encore la Grande Dépression. Non, non. On avait encore notre responsable de la macroéconomie, notre économiste en chef, Bruno Cavalier, nous disait encore ce matin que sa vue pour 2023 et 2024, que ce soit pour les États-Unis ou pour l'Europe, c'est une croissance qui va être en dessous de son potentiel, mais qui va rester légèrement positive. D'accord. Et ça tombe bien, parce que c'est exactement ce que veulent les banques centrales. Si on veut que l'inflation revienne au flou, il faut que l'économie se calme. Et en fait, ils ont à cœur de ne pas faire en sorte de faire basculer l'économie dans quelque chose de plus dur, hein, la vraie récession. Ouais. Ça, c'est toujours difficile à piloter, mais pour l'instant, c'est pas mal. Et il faut éviter, il y a des secteurs qu'on n'aime particulièrement pas, en tout cas dans nos fonds obligataires, c'est le secteur de l'immobilier, qui encore est en train de s'ajuster. Pour nous, ce n'est pas encore le bon moment de revenir. Donc il faut être effectivement extrêmement attentif donc, à ce qu'on fait. Mais bon, aujourd'hui, même si la récession arrive, donc ce n'est pas notre scénario central encore une fois, en tout cas, sachez qu'on est au courant, on est dans les starting blocks pour ajuster les risques. Comme le lait sur le feu. Comme le lait sur le feu, c'est vrai aussi pour l'économie. Et ça, on l'a déjà fait dans le passé, et on saura le refaire si besoin est. Et voilà, explication très claire, très complète, toujours très pédagogue, hein, Philippe Ventrapon, spécialiste produits obligations. Merci Philippe d'avoir détaillé pour nous les solutions de fixed income. Et voilà, en tout cas, les solutions monétaires et obligataires disponibles chez Oddo BHF Asset Management. Merci beaucoup Laurent. Tendance de fond, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.